À partir du moment où on a le courage de le mener. Et à l'époque, eh bien, effectivement, ce courage existe, il y a la volonté du Premier ministre, il y a la volonté du ministère de la Construction. Les ateliers que nous organisons, c'est de produire du débat. Et parfois, on l'a vu encore ce matin, c'est des sujets qui peuvent donner lieu à des polémiques. Donc c'est de produire du débat à partir de faits d'histoire, parce que ce matin c'était des bidonvilles, une histoire qui se répète, point d'interrogation. On a passé un extrait de l'intervention du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas dans un contexte donc du début des années 70. Il faut qu'on comprenne qu'en France, on ne peut pas laisser encore des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, français ou non, vivre dans ces conditions. Il faut que, à la fin de 73, pratiquement ce soit fini. À Paris et en province. Car nous avons en province quelques cas difficiles, et là aussi, il va falloir que les préfets, les maires, s'y mettent. Les bidonvilles, sous leur forme moderne, ont commencé à se développer dans les années 50 avec l'arrivée des Algériens. Et très très vite, le phénomène a proliféré. Et au milieu des années 60, il y avait 70 000 personnes en bidonville en France et 40 000 en région parisienne. Ces bidonvilles étaient peuplés en grande partie aussi de Portugais. Certains pouvaient atteindre une taille énorme, comme celui de Champigny, qui a été jusqu'à 15 000 personnes. Donc véritablement des petites villes. Mon père était travailleur immigré ici dans les années 50. Il nous a fait venir dans des moments de tension, de guerre d'Algérie. Donc comme il avait son travail, il a décidé de nous faire venir ici. Mais effectivement, il n'avait pas d'autre choix de logement à nous donner que d'avoir construit une baraque. Et donc j'ai atterri dans un bidonville à Nanterre. Et donc on a vécu plus de 20 ans dans ce bidonville. À cette époque, les HLM et les grands ensembles étaient vraiment des logements quasiment de luxe pour la population française. Enfin, les premières familles emménageaient. Désormais, j'allais m'occuper du service social de la cité. Oh, regarde là. Oui, oui. Mademoiselle, mademoiselle. Bonjour. Montez nous voir. J'arrive. À l'époque, nos parents, on les faisait venir pour travailler, donc on les faisait venir pour travailler, mais on n'avait pas réfléchi à comment ces gens allaient être, où ils allaient vivre. Donc ils se débrouillaient, soit parce qu'ils avaient déjà un frère ou un cousin qui était là, donc ils venaient sur le terrain vague, ils se construisaient une baraque et puis ils vivaient là. Puis bon, ça a duré des années. La population des bidonvilles, nous l'avons dit, pose un problème délicat d'insertion dans notre mode de vie. Dans une première phase, il est nécessaire d'enseigner un métier aux jeunes. Puis, les familles passent dans un foyer intermédiaire où elles bénéficient d'une action socio-éducative avant d'être intégrées dans les ensembles HLM, mélangées à d'autres catégories de population. Et là encore, elles sont suivies par des éducateurs spécialisés. La politique de résorption qui a véritablement fonctionné, c'est celle qui a commencé en 1970, après que les travailleurs émigrés ont commencé à devenir plus visibles dans l'espace public, en particulier avec mai 68. Et à partir de 1970, eh bien, les problèmes de logement des immigrés ont fait scandale. Effectivement, il y avait des racismes, des assassinats, il y en a eu plein à l'époque, oui. Et souvent, on s'intéressait aux gens que quand il y avait des drames, c'est-à-dire quand il y avait quelqu'un qui avait été tué ou quand il y a eu un incendie. Et un scandale a permis au gouvernement Chaban-Delmas de faire voter en 1970 la loi Vivien. Cette loi Vivien a été assortie d'un certain nombre de moyens et d'une politique publique interministérielle menée par un GIP. C'est cette politique qui a permis la résorption en quelques 6 ans des bidonvilles de France, les gens étant logés dans des HLM à normes réduites ou dans des cités de transit. On s'est retrouvés, nous, dans une cité de transit. On y est rentré en 73.
Et on y est resté jusqu'en 80. Les cités de transit, en fait, c'était un endroit où on devait transiter, rester 2 ans et puis ensuite aller dans le logement définitif. Et finalement, on arrivait à faire des cités de transit, des sortes de ghettos d'où plus personne ne pouvait sortir. Moi, ce que j'en retire comme enseignement, c'est que bien sûr, il y a des similitudes. D'abord, les formes d'habitat, ce que c'est qu'un bidonville et la très grande misère. Aujourd'hui, peut-être que les Roms viennent dans des conditions, dans une situation un peu, une conjoncture politique et économique un peu différente. Et peut-être que les choses sont plus exacerbées. Et donc, peut-être pour eux, c'est plus difficile. Nous aussi, c'était difficile. Le parallèle, c'est les conditions, c'est l'exclusion, c'est le fait de vivre en marche, c'est le fait d'apparaître comme un parasite. Ils ont le droit de s'installer en France en tant qu'Européens, mais c'est vrai que les conditions de logement n'existent pas, comme nous à l'époque n'existaient pas. Et donc je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte où l'État n'est plus le seul à décider, c'est une France décentralisée, il faut donc essayer d'en tirer des enseignements sur comment on travaille avec tous les partenaires pour essayer d'avoir des vraies réponses logement, puisqu'encore une fois, le bidonville c'est la forme extrême du mal logement, donc il faut sortir par le haut, c'est-à-dire produire du logement, c'est ce qu'essaye encore une fois de faire la ministre en charge du logement, avec une offre de logement supplémentaire en matière sociale de 150 000 logements par an. Donc c'est un socle de départ, mais après il faudra la volonté des élus locaux, des associations, puis bien entendu associer les familles pour que les projets qu'on va leur proposer correspondent aussi à leurs aspirations.